Elle avait 21 ans et venait tout juste d'être mise à la porte de chez elle. Aucune cruauté dans cet acte, aucune méchanceté délibérée de la part du destin. C'était simplement la logique froide du monde moderne. L'ancien propriétaire avait vendu la petite maison de pêcheur qu'elle louait, et le nouvel acquéreur avait purement et simplement doublé le loyer. Pour une jeune femme seule face à l'océan, la sentence était sans appel. Et pourtant, avec un seul euro pour toute fortune et le vieux greffoir de sa grand-mère glissé au fond de la poche de son lourd manteau de laine, elle accomplit l'impensable. Elle acheta la serre en ruine d'un ancien botaniste. Une bâtisse oubliée de tous, accrochée aux falaises escarpées de la côte du Finistère, sur une étendue sauvage battue par les vagues qui n'avait pas vu l'ombre d'une main attentionnée ou d'une table de rempotage en activité depuis l'hiver 1971. L'endroit semblait avoir été dévoré par le temps. Les immenses carreaux de verre, qui jadis capturaient la lumière dorée du crépuscule, étaient brisés, rendus opaques par un demi-siècle de sel et d'embrun. Les solides murs de pierre de taille, autrefois fiers remparts face à la colère de l'Atlantique, disparaissaient désormais sous un enchevêtrement épais de lierre sombre et de ronces épineuses. La rudesse de la côte bretonne avait repris ses droits avec la patience infinie de la nature, sculptant le paysage au seul rythme des tempêtes d'équinoxe et du vent cinglant. Mais ce que le monde entier ignorait, ce que les vents eux-mêmes semblaient avoir oublié, c'est que scellé dans l'obscurité d'un caveau souterrain, enfoui juste sous les dalles de cette vieille serre abandonnée, dormait une chose qui allait changer le cours de sa vie à tout jamais. Un héritage silencieux, attendant simplement que quelqu'un vienne tourner la clé. Avant de poursuivre, si ce genre d'histoire résonne en vous, si vous croyez en la mémoire des pierres, en la force discrète de la terre, prenez un instant pour vous abonner. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle région, quel pays ou quel rivage vous nous écoutez aujourd'hui. Nous aimons profondément savoir jusqu'où nos récits voyagent au gré du vent. Cléo n'était pas une fille du béton. Dès son plus jeune âge, elle avait grandi avec les mains plongées dans la terre. Et pas n'importe quelle terre. Pas ce terreau inerte, fatigué et aseptisé que l'on trouve aligné dans les allées éclairées au néon des grandes jardineries. Non, elle connaissait l'odeur et le poids de la terre vivante, sombre et lourde de la pointe bretonne. Une terre rebelle, gorgée de granit décomposé, nourrie par l'humus des aiguilles de pin maritime, et recouverte de ce fin dépôt cristallin que la brise marine dépose inlassablement sur les landes de bruyère. Cette minéralité brute, née de l'affrontement éternel entre la roche et l'écume, donnait au sol du Finistère un caractère absolu. C'était une terre qui ne pardonnait pas la faiblesse, mais qui récompensait l'enracinement. Et c'est exactement cette alchimie invisible, cette force vitale cachée sous les airs folles, qui avait poussé Cléo à franchir le seuil de cette ruine avec pour seule arme un couteau recourbé et un espoir immense. Sa grand-mère affirmait d'ailleurs souvent que cette âpreté minérale, cette poussière d'embrun mêlée à l'humus, était l'unique raison pour laquelle certaines fleurs acceptaient de s'épanouir ici et nulle part ailleurs. C'était elle, Marguerite, qui lui avait enseigné ce langage sans parole. Elle lui avait appris à ressentir la terre avec la même ferveur, la même attention viscérale que d'autres aïeuls mettent à apprendre à leurs petits-enfants à deviner l'heure des marées, à pressentir l'approche d'une tempête ou à soupeser la juste maturité d'un fruit estival. Pour Marguerite, la terre ne se regardait pas, elle s'écoutait. Les doigts profondément enfouis dans la tourbe sombre, les yeux mi-clos, il fallait faire silence absolu. Il fallait prêter attention à ce que le sol murmurait lorsqu'on le pressait au creux de sa paume, évaluer son humidité, sa souplesse, sa fatigue ou sa force. Marguerite n'était pas une simple jardinière, et elle se méfiait profondément des fleurs de salon. C'était une pépiniériste pionnière, une femme qui multipliait les plantes à partir de semences récoltées à la main et de boutures minutieuses. Elle ne travaillait pas pour la décoration, ni pour fleurir les terrasses bourgeoises des résidences d'été. Son œuvre était une mission de préservation pure. Pendant près de 30 ans, de l'aube des années 70 jusqu'au tournant du millénaire, elle avait tenu d'une main de fer une modeste pépinière sur moins d'un hectare de terre côtière rocailleuse, non loin d'Audierne. Là, face à l'océan, elle s'était fait la gardienne d'un sanctuaire. Elle y cultivait les plantes indigènes de la côte bretonne, celles-là même qui étaient en train de disparaître silencieusement du paysage. La flore sauvage reculait. Inexorablement chassée par l'avancée du béton, l'urbanisation galopante des littoraux, la prolifération brutale des espèces invasives, et surtout par ce réchauffement lent et insidieux des hivers qui, depuis les années 80, poussaient les zones de croissance toujours plus au nord. Face à cet exil végétal, Marguerite faisait front. Elle semait l'armérie maritime, le panico balayé de reflets d'acier bleu et le si fragile œillet des dunes aux senteurs poivrées. Elle redonnait vie à la bruyère cendrée, à l'oya robuste et à une douzaine d'espèces de fougères locales. Chaque plant, chaque racine qui prenait vie dans ces serres froides, provenait de graines qu'elle allait elle-même prélever, au gré de longues et solitaires marches à travers les sous-bois côtiers, les tourbières et les promontoires déchirés du Finistère.
Les mains de Marguerite étaient perpétuellement marquées par la sève et l'argile, tachetées par le temps et le sel, mais elle possédait une douceur absolue lorsqu'il s'agissait de manipuler une pousse frêle. Elle savait que chaque graine sauvage sauvée de l'oubli était une petite victoire contre la disparition d'un monde. Et sans le savoir, au cours de ces journées passées côte à côte dans le parfum enivrant des pins maritimes et du goémon, Marguerite n'avait pas seulement cultivé des plantes rares. Elle avait enraciné dans l'âme de sa petite fille Cléo cette même résilience, cette même capacité à trouver la vie là où d'autres ne voyaient que de la rocaille et de la poussière. Marguerite tenait cette certitude absolue d'un homme qui, lui aussi, savait lire l'invisible. Son père, Yann, l'arrière-grand-père de Cléo. Yann n'était pas un homme de la glèbe, mais un marin, un patron de pêche d'une rudesse forgée par le sel, le froid et les bourrasques. Pendant 38 longues années, il avait navigué sur les eaux traîtresses et légendaires de la mer d'Iroise, bravant des courants d'une violence inouïe au large de la pointe du Raz. Au fil de ces décennies passées à affronter les humeurs changeantes de l'Atlantique, Yann avait compris, avec cet instinct pur et tranchant que seul possède un homme de la mer, que la côte entière formait un seul et unique grand corps vivant. Pour lui, les flots tumultueux et les végétaux farouchement accrochés à la falaise n'étaient en rien séparés. Ils étaient intimement liés, connectés par des fils invisibles que la plupart des gens foulaient aux pieds sans jamais les deviner. Yann avait enseigné à la jeune Marguerite à observer le littoral avec la même intensité vitale, la même urgence silencieuse qu'il mettait à scruter l'horizon sombre avant une tempête. Il lui montrait comment prêter attention aux bruyères qui prospéraient et à celles qui battaient en retraite, aux capes de granit qui s'érodaient imperceptiblement, et aux dunes qui tenaient bon face aux assauts de l'hiver. Il lui apprenait à scruter les cuvettes d'eau laissées par le reflux, à distinguer celles qui grouillaient de vie de celles qui se mouraient. Le rivage te raconte ce que l'océan prépare en secret, lui disait Yann de sa voix rendue rocailleuse par les embruns, alors qu'il marchait sur les galets. Et les racines te racontent ce que le rivage subit. Si tu sais lire les plantes, ma fille, alors tu sauras lire le monde entier. Marguerite avait pris ce conseil paternel au pied de la lettre, avec la passion entière de sa jeunesse. Au début des années 60, elle avait quitté son petit port d'attache pour rejoindre les bancs de l'université de Rennes. Elle voulait étudier la botanique avec les savants, persuadée d'y trouver le secret ultime du vivant. Pourtant, elle n'y resta que 2 brèves années. Elle fit ses bagages et abandonna, non par manque de moyens ou de capacités, mais frappée par une profonde et irréversible désillusion. Sous la lumière blafarde des amphithéâtres, elle avait amèrement réalisé que la botanique qu'elle aspirait à pratiquer de toute son âme n'était pas celle que les professeurs enseignaient. L'université vénérait la taxonomie, l'art méticuleux de la classification. On y apprenait à étiqueter en latin, à disséquer, à aplatir et à figer la nature entre les pages cartonnées d'un herbier. Marguerite, elle, étouffait dans ses laboratoires clos. Elle ne voulait pas se contenter de nommer la flore, elle exigeait de la multiplier. Elle avait soif de propagation. La classification vous expliquait ce qu'était une plante en la disséquant. La propagation, elle, vous suppliait de la garder en vie. C'était une magistrale leçon d'humilité et de pragmatisme, le triomphe de la sève face à la froideur de la théorie. Refusant de consacrer sa vie à remplir des catalogues mortuaires, elle était rentrée chez elle, face à la mer d'Iroise, décidée à apprendre la vérité directement de la terre, les mains nues et l'esprit libre. De retour dans son village natal, balayée par les vents salés et indomptables de l'Atlantique, Marguerite entama ses longues et silencieuses années d'apprentissage. Sans les amphithéâtres confortables de la ville ni les manuels savamment illustrés des académies, elle n'eut d'autre choix que d'apprendre par la méthode la plus ancienne et la plus impitoyable qui soit, l'essai et l'erreur. Derrière la petite maison de pierre de son père Yann, elle construisit de ses propres mains de modestes châssis froids, utilisant des planches de bois de récupération échouées sur la grève et de vieilles fenêtres de tempête rescapées des bourrasques hivernales. C'est dans ce laboratoire de fortune, au cœur des éléments, qu'elle perça peu à peu, avec la patience d'un horloger, les secrets les mieux gardés de la flore bretonne. Elle découvrit rapidement que les plantes sauvages de la côte ne se laissaient pas dompter par de simples arrosages ni par la tendresse d'une main humaine. Certaines graines refusaient catégoriquement de germer, peu importe la chaleur ou les soins délicats qu'elle leur prodiguait dans ses bacs. Il lui fallut comprendre, au prix de nombreuses déceptions, qu'elles attendaient le froid. Marguerite apprit ainsi l'art complexe de la stratification froide. Elle enfermait précautionneusement les semences dans des bocaux remplis de sable humide et les soumettait à des températures glaciales pendant de longues semaines, afin d'imiter artificiellement les hivers rigoureux et mordants de la pointe du Finistère. C'était l'unique clé pour réveiller le mécanisme endormi de leur germination. Pour d'autres espèces, aux téguments aussi durs et imperméables que le granit des falaises qui les abritaient, elle dut pratiquer la scarification. De ses doigts écorchés par le travail quotidien, elle frottait patiemment chaque petite graine rebelle sur du papier de verre ou l'entaillait d'un coup de lime précis, d'un geste quasi chirurgical.
juste assez pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer et à la vie d'éclore. Elle comprit aussi que le bouturage des arbustes côtiers ligneux ne tolérait aucun caprice de calendrier. Il fallait opérer à la toute fin du mois de juillet, durant ces quelques jours suspendus de l'été où la jeune pousse de l'année s'était suffisamment endurcie pour retenir sa précieuse sève, tout en conservant cette incroyable souplesse cellulaire indispensable à la création de nouvelles racines. Mais ce savoir inestimable, cette magie verte, Marguerite l'avait payé au prix fort. Elle l'avait acquise en commettant d'abord absolument toutes les erreurs possibles, en semant avec ferveur des bacs entiers de terreau qui restèrent désespérément et cruellement stériles, en pleurant des boutures d'arbousiers qui pourrissaient lentement dans l'obscurité de leur plateau, en assistant, le cœur lourd, à la perte de centaines de jeunes pousses délicates en une seule nuit, foudroyées par un gel printanier tardif, tout simplement parce qu'elle avait été trop impatiente et les avait sortis trop tôt face aux morsures de l'océan. Cette confrontation constante avec la perte et l'échec forgea en elle une philosophie d'une puissance inouïe qu'elle transmit bien plus tard à sa petite fille. « Tout ce que je sais sur la façon de faire grandir le monde, » murmura un jour Marguerite à Cléo, qui n'avait alors que 12 ans, « je l'ai appris en tuant d'abord mes plantes. » Elle avait planté son regard gris et insondable dans celui de l'enfant, la voix chargée de l'infinie gravité des vieilles âmes. Tu ne peux véritablement apprendre à maintenir quelque chose en vie qu'après l'avoir regardé mourir, en silence, et après avoir humblement compris pourquoi. C'était là toute l'essence de son existence, une leçon de persévérance absolue, un respect majestueux pour les lois intraitables de la nature, et la certitude chevillée au corps que chaque échec n'est jamais que le brouillon d'une future résurrection. Lorsque Marguerite ouvrit officiellement sa petite pépinière, elle ne fit jamais la moindre publicité. Elle n'en eut d'ailleurs jamais le besoin. Sa réputation auprès des jardiniers de la région, des passionnés et des associations de protection du littoral s'était forgée sur une vérité unique et inébranlable. Les plantes de Marguerite survivaient. Et si elle triomphait de la morsure des embruns et de la rudesse des sols rocailleux, c'était parce qu'elle prenait soin de faire correspondre chaque jeune pousse aux conditions précises qu'elle exigeait. Mais surtout, elle démarrait chaque culture à partir d'une semence strictement locale. Une graine récoltée dans ce même écosystème côtier tourmenté où la plante allait être un jour replantée. Elle avait compris, bien avant que cela ne devienne une évidence, qu'une rose pimprenelle née d'une graine prélevée sur les falaises de la pointe du Raz et replantée dans ce même granit ne réagirait jamais comme une rose élevée sous la chaleur artificielle d'une serre du sud de la France et expédiée vers le nord dans un vulgaire pot en plastique. La rose de Marguerite possédait des racines qui reconnaissaient l'âme de son terroir. Elle portait en elle la mémoire génétique des tempêtes bretonnes. Pour consigner cette mémoire, Marguerite tenait des registres avec la même rigueur implacable que son père Yann lorsqu'il cartographiait ses zones de pêche en mer d'Iroise. Elle n'utilisait pas de grands livres de comptes formels, mais une série incalculable de petits carnets à couverture souple qu'elle glissait dans les poches de son lourd manteau ciré, un pour chaque nouvelle saison. Elle y notait la date et le lieu précis de chaque récolte, le taux de germination de ses bacs et la force du vent. Au fil des décennies, jusqu'au crépuscule de son activité, elle avait patiemment noirci sans cesse carnet. Ses pages froissées, gondolées par l'humidité et tachées de tourbe, ne racontaient pas seulement le travail acharné d'une vie. Elles racontaient la métamorphose lente et tragique du rivage. Elle décrivait ces espèces foisonnantes devenues d'une rareté inquiétante au fil du temps, ces dates de floraison qui s'étaient insidieusement avancées de 2 semaines en 3 décennies, et ces caps rocheux qui avaient reculé, rongés par les flots, modifiant la composition de la terre où l'écume s'enfonçait toujours plus loin dans les terres. Ces carnets formaient le portrait saisissant d'une côte en plein bouleversement, rédigé avec une patience infinie, graine après graine. Pourtant, Marguerite savait au fond d'elle-même qu'elle n'était pas la première à mener ce combat silencieux. Un demi-siècle avant elle, un autre esprit visionnaire avait arpenté ces mêmes sentiers escarpés. À quelques encablures de sa pépinière, sur un promontoire balayé par les vents surplombant l'océan, se dressaient les vestiges d'une ancienne serre en pierre de taille. Elle avait été bâtie à l'aube du XXe siècle par le docteur Émile Laurent, un botaniste parisien qui quittait la capitale chaque été pour étudier la flore sauvage du littoral breton. Ce docteur Laurent possédait une longueur d'avance sur tous les savants de son époque. Il avait compris, et Marguerite aimait à le murmurer comme un secret précieux, que collectionner une plante n'équivalait pas à la sauver. Aplatir une fleur entre les pages d'un livre ne faisait que figer sa forme morte. Cultiver sa graine, en revanche, c'était en préserver la vie bouillonnante. C'était dans cette serre majestueuse, aujourd'hui livrée aux ronces et à l'oubli, que le docteur Laurent avait jadis fait le choix absolu de la vie. Marguerite n'avait eu qu'une seule enfant, Gaëlle, la mère de Cléo. Pourtant, il est des héritages qui sautent une génération, comme si la terre elle-même choisissait ses gardiens. Fuyant la rudesse du rivage et les mains perpétuellement noircies par le labeur, Gaëlle avait quitté le littoral dès l'aube de sa vie d'adulte pour se réfugier dans l'anonymat froid de la ville.
Elle s'était installée à Quimper, avait trouvé un emploi d'assistante dentaire et avait offert à Cléo une enfance profondément urbaine, rythmée par les horaires stricts, le tintement des instruments métalliques et la fatigue chronique d'une mère élevant seule son enfant. L'appartement familial était exigu, éternellement imprégné de l'odeur persistante des gants en latex, des solutions fluorées et des produits désinfectants. C'était une vie propre, droite, méritoire sans doute, mais d'une tristesse infiniment grise. Une routine épuisée où le fracas régulier de la circulation urbaine avait depuis longtemps effacé le murmure profond de l'océan. Dans ce monde stérile et désincarné, Cléo se sentait comme une racine à l'air libre, cherchant désespérément où s'ancrer. C'est pourquoi, dès que le calendrier scolaire le permettait, dès que sa mère parvenait à rassembler assez d'énergie pour faire la route depuis Quimper, Cléo s'échappait pour retrouver le sanctuaire sauvage de sa grand-mère sur la côte. Dès la seconde où elle posait le pied sur le gravier de la pépinière, son existence prenait tout son sens. Ici, l'air ne sentait pas l'antiseptique. Il embaumait la sève de pin maritime, l'humus millénaire, la roche mouillée et le vent lourd des embruns de l'Atlantique. Ces parfums absolus étaient les seuls qui chuchotaient au cœur de Cléo qu'elle était, enfin, de retour à la maison. Dès l'âge de 5 ans, Marguerite intégra l'enfant à la vie du domaine. Mais il n'y avait dans cette décision aucune dureté, seulement la plus haute forme de considération. Marguerite exécrait les petits outils de jardinage en plastique vif et les pelles de plage. Elle refusait catégoriquement de confier du faux travail à sa petite-fille. Elle était viscéralement persuadée qu'un enfant à qui l'on donne une tâche factice pour l'occuper n'apprend que la futilité, tandis qu'un enfant à qui l'on confie une véritable responsabilité, même à hauteur de ses petites mains, apprend la valeur sacrée de la vie. Cléo fut donc traitée en apprentie. Sa toute première et plus précieuse leçon fut celle de l'eau. Du haut de ses 5 ans, les 2 mains fermement serrées autour de l'anse métallique d'un véritable arrosoir en zinc bosselé qui semblait bien trop lourd pour elle, Cléo se tenait debout devant les bacs de jeunes semis. Marguerite s'agenouillait à ses côtés dans la terre humide, la fixant de son regard perçant, et lui décomposait le geste. Il ne fallait ni un éclaboussement brusque qui ravinerait le terreau, ni un déluge précipité qui noierait les frêles racines naissantes. Il fallait trouver l'inclinaison parfaite, le point d'équilibre pour libérer un écoulement lent, doux et continu, un filet d'eau paisible qui venait caresser le sol sans jamais en blesser la surface. « Les graines dorment là-dessous, ma chérie, » murmurait Marguerite d'une voix grave qui se mêlait au souffle du vent. « Elles ont soif, mais elles sont si petites. Tu leur donnes à boire, tu ne leur donnes pas un bain. » Et Cléo versait. Le front plissé par une concentration absolue, retenant presque son souffle, elle apprenait la justesse du geste. La petite fille de Quimper, élevée dans l'ombre rassurante mais terne des salles d'attente, se métamorphosait au contact de son aïeul. Tandis que sa mère lui assurait la subsistance avec résignation, Marguerite, elle, lui forgeait une âme. À travers ses rituels immémoriaux, la vieille femme ne lui enseignait pas seulement la botanique. Elle lui inculquait une force d'ancrage inébranlable et la plus noble des missions, celle de veiller, avec une infinie douceur, sur ce qui ne peut se défendre. Les années filèrent au rythme des marées d'équinoxe, emportant avec elles l'enfance de Cléo pour forger une jeune femme à l'œil aiguisé et aux mains d'une assurance redoutable. À 14 ans, elle maîtrisait l'art si délicat du bouturage avec une précision presque chirurgicale, maniant le vieux greffoir à lame recourbée avec autant de dextérité que Marguerite elle-même. Elle savait distinguer, au premier regard porté sur l'écorce ou la forme d'une feuille, la délicate pureté d'une espèce endémique de la menace sournoise d'une plante envahissante venue d'ailleurs. L'automne venu, lorsque les landes bretonnes se paraient de teintes rousses et cuivrées sous les ciels lourds de novembre, l'aïeul et sa petite-fille arpentaient les sentiers douaniers de minces sacs de toile en bandoulière. Elle s'en allait recueillir les semences sauvages, obéissant scrupuleusement à un code d'honneur inébranlable. Ne jamais prélever plus de 10% des graines d'une colonie. Ne jamais toucher à une population qui semblait trop chétive ou lutter pour sa survie. « Souviens-toi de cela, Cléo » répétait inlassablement Marguerite en glissant une poignée de minuscules akènes dans une enveloppe de papier craft. Ne récoltons pas, nous empruntons simplement. La nature doit pouvoir survivre à notre passage sans même s'en apercevoir. Puis, avec la fulgurance brutale d'une tempête d'hiver balayant le littoral, le temps s'arrêta brusquement. Ce fut un matin d'octobre gris et mordant, pareil à tant d'autres. Marguerite avait 79 ans. Elle était agenouillée près d'un grand bac de terre sombre, en train de repiquer de jeunes plants de pin maritime, lorsqu'un accident vasculaire cérébral la foudroya en plein geste. Jusqu'à son tout dernier souffle, elle resta fidèle à elle-même. Avant de s'effondrer sur le sol froid, elle prit soin de déposer extrêmement délicatement son transplantoir sur le rebord en bois, par crainte de blesser les jeunes racines à côté d'elle. Elle partit silencieusement, au milieu de ce qu'elle chérissait le plus au monde. Le lendemain de sa disparition, dans le silence devenu soudainement assourdissant de la pépinière endeuillée,
Cléo s'avança vers le bac de culture. Les 12 petits pins que sa grand-mère transplantait étaient là, dressés vers le ciel gris. Leurs racines étaient déjà fermement ancrées dans le sol nourricier. Il ne leur manquait plus que l'eau. Cléo souleva le lot arrosoir de zinc et versa le fin filet d'eau, ce lent murmure liquide que Marguerite lui avait enseigné à l'âge de 5 ans. En regardant la terre s'abreuver, elle comprit avec une clarté bouleversante que le dernier acte terrestre de sa grand-mère avait été de mettre en terre 12 arbres. Des arbres qui grandiraient, qui affronteraient fièrement les vents de l'Atlantique et qui, inévitablement, survivraient à tous ceux qui les avaient plantés. L'héritage matériel, lui, fut impitoyablement balayé. En moins de 4 mois, Gaël, pragmatique et pressé de tourner cette page recouverte de terre, vendit le terrain côtier des promoteurs. Cléo ne put emporter avec elle que le vieux greffoir, une petite boîte d'enveloppes de graines récoltées lors de leur dernier automne ensemble et une photographie encadrée de Marguerite, les mains noires de tourbe. Incapable de financer des études, la jeune femme échoua derrière la caisse d'une immense jardinerie industrielle située dans une triste zone commerciale en périphérie de Quimper. Là, sous des néons blafards, elle scannait à la chaîne des géraniums étouffés dans des pots en plastique fluo et des sacs d'engrais chimiques gorgés d'azote. Le bip mécanique et incessant de sa caisse enregistreuse avait remplacé le fracas des vagues sur les rochers de granit. L'odeur entêtante des vaporisateurs fluorosynthétiques lui soulevait le cœur et qui n'avait connu que le parfum brut de la résine, de l'iode et de la sève fraîche. C'était l'antithèse absolue de tout ce pourquoi Marguerite avait consacré son existence. Une prison stérile, bruyante et désespérante, où la terre n'était plus qu'une marchandise inerte. Et dans ce monde artificiel, Cléo sentait ses propres racines se dessécher lentement, son précieux couteau de greffe lourdement endormi au fond de sa poche, comme la relique muette d'un passé à jamais englouti. Nous voici donc ramenés à cet instant précis, à cette croisée des chemins où le destin ne vous laisse d'autre choix que de sauter dans le vide. Le printemps de ses 21 ans avait le goût amer de l'urgence. La lettre du nouveau propriétaire l'avait frappé avec la froideur mathématique d'une administration. Le loyer doublait, l'expulsion était immédiate. Cléo se retrouvait à la porte, sans véhicule pour s'éloigner, avec pour tout filet de sécurité la somme dérisoire de 390 € sur son compte en banque. Mais elle possédait autre chose. Elle avait le greffoir de Marguerite bien à l'abri au fond de son manteau, et dans son esprit, l'image obsédante d'une silhouette de pierre et de verre juché sur les falaises. Elle passait devant ces ruines chaque matin en allant à son travail sans âme. Elle savait qu'elles étaient vides, mais elle savait surtout qu'elles attendaient. Sans hésiter, elle marcha jusqu'à la mairie de la commune, un lourd bâtiment de granit gris figé dans le silence matinal. Derrière son guichet vitré, le greffier, un homme aux tempes argentées nommé M. Morel, ajusta ses lunettes lorsqu'elle formula sa demande avec l'aplomb de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il consulta ses registres cadastraux avec une lenteur solennelle, puis leva les yeux vers elle. L'ancienne serre du docteur Laurent, perchée au bout de la pointe, elle était inscrite sur la liste des biens domaniaux à l'abandon depuis des décennies. Personne n'en voulait. La verrière était éventrée par les tempêtes de l'Atlantique et les joints de pierre menaçaient de céder. Pourtant, le prix de cession était fixé et la loi était la loi, un euro symbolique. Alors qu'il apposait le lourd tampon officiel sur l'acte de vente, M. Morel retint le document une fraction de seconde. Il la regarda avec une pointe de curiosité teintée de respect. Il lui murmura qu'il y avait un caveau souterrain en pierre de taille, caché juste sous les dalles de la cabane de rempotage attenante. Le vieux docteur parisien l'avait fait creuser jadis pour protéger ses bulbes rares des gels meurtriers de l'hiver. À sa connaissance, personne n'en avait jamais soulevé la trappe depuis la mort de l'homme. Il lui tendit une lourde clé en fer noir, attachée à une cordelette de chanvre marin. L'après-midi même, défiant les rafales salées qui balayaient la côte du Finistère, Cléo marcha jusqu'au promontoire rocheux. Le sanctuaire se dressait là, magnifique et blessé, surplombant l'immensité de l'océan. La bâtisse disparaissait sous une mer de lierre sauvage et de ronces. Elle s'approcha de la lourde porte en chêne massif de l'atelier, écarta les lianes épaisses d'un geste sec et inséra la clé. Le mécanisme grinça, résista, puis céda dans un claquement sourd. Elle pénétra dans une petite pièce solide aux murs de pierre brute. L'air y était immobile, chargé de l'odeur minérale du temps suspendu. Et là, exactement au centre du sol tapissé de lards dalles d'ardoise, à moitié dissimulée par la poussière accumulée, apparaissait une épaisse trappe ornée d'un loineau de fer forgé. Cléo posa la main sur le métal froid. Dans le silence absolu de cette ruine isolée du reste du monde, une atmosphère de mystère séculaire semblait palpiter sous ses doigts, prête à révéler ce que la nuit des temps avait jalousement gardé. Elle glissa ses doigts tremblants sous le lourd anneau de fer forgé et tira de toutes ses forces. La trappe résista un instant, retenue par le poids des années, puis se souleva enfin dans un long gémissement métallique qui résonna contre les murs de pierre.
Un étroit escalier s'enfonçait dans les ténèbres. L'air qui s'en échappa n'était ni vicié ni étouffant. Il était d'une fraîcheur saisissante, sec et immobile, parfaitement préservé par l'architecture ingénieuse de cette voûte souterraine que le vieux botaniste avait conçue pour défier l'emprise des saisons. Cléo descendit lentement les marches usées, le cœur battant à tout rompre. Au fond de ce caveau exigu, posé sur une étagère taillée à même la roche et protégée par une épaisse toile cirée, reposaient 3 objets. Un robuste coffret de chêne massif, un épais journal de bord à la reliure de cuir fatigué, et une lourde bourse en velours sombre. Lorsqu'elle détacha le cordon de la bourse, 42 pièces d'or en glissèrent avec un tintement mat et lourd. Des louis d'or, frappés entre la fin du XIXe siècle et les années 60. Une petite fortune oubliée dans les entrailles de la terre. Mais, étrangement, ce ne fut pas l'éclat de cet or qui retint l'attention de la jeune femme. Son regard fut irrémédiablement attiré par le coffret. Lorsqu'elle en souleva le couvercle, elle découvrit, parfaitement alignées dans des alvéoles de velours, 43 fioles de verre. Chacune d'elles était hermétiquement scellée par un bouchon de liège recouvert d'une épaisse coulée de cire rouge. Sur la panse de chaque flacon, une étiquette jaunie portait une écriture à l'encre noire, élégante, méticuleuse et précise. On pouvait y lire le nom vernaculaire de la plante, le lieu exact de sa collecte sur le littoral finistérien et la date de la moisson. Chardon bleu des dunes, presqu'île de Crozon, 1968. Armérie maritime, Pointe du Van, 1959. Oya, bail d'Audierne, 1962. Cléo en eut le souffle coupé. Grâce aux leçons inlassables de Marguerite, elle connaissait ces noms par cœur. Elle savait surtout que certaines de ces populations sauvages s'étaient éteintes depuis des décennies, étouffées par l'avancée du béton ou balayées par la montée des eaux. Ce qui reposait là, dans le creux de ce coffret, n'était pas une simple collection de naturalistes. C'était l'ultime réserve génétique, le dernier souffle d'une flore disparue. Glissée avec soin entre les pages du vieux journal, elle trouva une lettre pliée en 2. L'encre était un peu passée, mais les mots, eux, traversèrent le temps pour frapper l'âme de Cléo avec la puissance d'un testament sacré. À la personne qui découvrira cet abri, je m'appelle Émile Laurent. J'ai cultivé les plantes sauvages de cette côte dans cette serre jusqu'à ce jour, le 17 octobre 1970. Je suis un vieil homme, et cet été fut mon dernier. Les graines contenues dans ces fioles proviennent de colonies qui, je le crains, ne survivront pas à la folie de notre siècle. Mon journal est le recueil de leurs secrets, le mode d'emploi de leur résurrection. L'or est ce que j'ai pu économiser pour vous aider. Je scelle ce caveau aujourd'hui, car une semence conservée au frais et au sec survivra toujours à celle abandonnée aux caprices des hommes. J'ignore qui vous êtes. J'espère seulement que vous êtes de ceux qui comprennent cette vérité fondamentale. Une graine n'est pas un objet. Une graine est une promesse. Gardez cette promesse. Cléo relut ces lignes, la vision brouillée par des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Avec une lenteur infinie, presque religieuse, elle fit sauter le seau de cire de la fiole du chardon bleu de Crozon, l'inclina et fit rouler 3 minuscules graines au creux de sa paume. Elles étaient petites, sombres, ridées, vieilles de plus d'un demi-siècle. Elles pesaient si peu, à peine plus qu'un grain de poussière. Pourtant, un moment de grâce absolue envahit le caveau. Cléo comprit avec une intensité qui la fit frissonner que ce qu'elle tenait dans sa main n'était pas un reste du passé. C'était un avenir en sommeil. C'était la renaissance d'une colonie entière. C'était un paysage effacé qui ne demandait qu'à refleurir, pour peu que la personne qui tenait ces semences sache les ramener à la vie. Et Cléo le savait, car Marguerite lui avait tout appris. Elle referma doucement ses doigts sur la promesse du docteur Laurent, leva les yeux vers les voûtes de pierre et murmura dans le silence. « Merci, je garderai la promesse. » Dès le lever du jour, animée par une détermination nouvelle, Cléo prit la route de Quimper pour y rencontrer un expert numismate. Les 42 louis d'or, vestige silencieux d'un autre siècle, furent échangés sans heurts contre un virement de 26 000 euros. Cette somme inespérée n'était certes pas une fortune monumentale, mais c'était bien plus qu'il n'en fallait pour ressusciter des fantômes. Sa première acquisition fut une vieille camionnette cabossée, un utilitaire fatigué acheté d'occasion à un artisan de la région. Sa carrosserie délavée portait les stigmates évidents de l'air marin, mais son moteur, robuste et volontaire, tournait avec la régularité d'une horloge. C'était tout ce dont elle avait besoin. Le véritable combat, viscéral et épuisant, commença avec la verrière. La façade sud de la serre offrait au ciel de larges arcades béantes. Pour que cet espace puisse de nouveau capter et retenir la précieuse chaleur indispensable à la vie, il fallait accomplir un travail de titan. Cléo sillonna le Finistère à la recherche de vieux vitrages horticoles. Elle voulait ce verre ancien, légèrement ondulé et teinté de vert, qui ne brûle pas les jeunes feuilles mais adoucit et diffuse la morsure du soleil. Jour après jour,
Perchée sur une échelle chancelante, bravant les rafales de l'Atlantique qui lui fouettaient le visage, elle découpa, ajusta et mastiqua patiemment chaque nouveau carreau. Ses mains retrouvèrent la rudesse des gestes laborieux, souvent écorchés par les arêtes coupantes, mais animés par une urgence sacrée pour refermer une à une les blessures de la bâtisse. Elle ne fut cependant pas totalement seule dans cette entreprise colossale. Loïc, un vieux patron de pêche très profondément buriné par les embruns et à la carrure d'ours, avait entendu parler de la jeune fille solitaire qui redonnait vie à la ruine du Cap. Ce taiseux au grand cœur vouait un respect immense, presque filial, à la mémoire de Marguerite. Un matin brumeux, il gara son propre fourgon devant la serre et en extirpa, avec l'aide de Cléo, un lourd poêle en fonte noire richement orné, chiné dans une brocante côtière. Sans prononcer plus de 3 phrases, il perça l'épais mur de granit de l'atelier à la masse et au burin pour y passer un conduit d'évacuation, ajustant les tôles avec la précision redoutable d'un marin réparant la coque de son navire. Avant de repartir, il essuya ses mains calleuses sur son bleu de travail et murmura simplement, le regard perdu vers l'horizon moutonnant. « Ta grand-mère m'a dit un jour que ce bâtiment était le cœur battant de notre côte. Il était temps qu'il se remette à battre. » Le soir même, Cléo alluma le premier feu. Elle craqua une allumette sur un monticule de brindilles d'épicéa et de pommes de pin glanées dans les sous-bois. Le bois sec crépita joyeusement derrière la petite porte vitrée de la fonte. Très vite, une chaleur douce, ardente et profondément réconfortante envahit la cabane de rempotage, se propageant lentement à travers la porte de pierre pour caresser l'intérieur de la grande verrière. Pour la première fois depuis 53 ans, le sanctuaire n'était plus soumis au courant d'air glacé. Il exhalait la vie. L'odeur puissante et enivrante de la résine chaude emplit l'espace. Cléo s'allongea sur un modeste lit de camp qu'elle avait déplié à quelques pas du foyer. La fatigue pesait lourdement sur chacun de ses muscles, mais son âme, elle, n'avait jamais été aussi légère. Dans la pénombre douillette, elle regardait les reflets cuivrés des flammes danser sur le sol d'ardoise brute. Au dehors, les vagues nocturnes venaient s'écraser avec un fracas majestueux contre les falaises, une berceuse millénaire, puissante et sauvage. Blottie sous une épaisse couverture de laine, bercée par la respiration de l'océan, elle sut avec une certitude absolue qu'elle n'était plus une étrangère ballottée par l'existence. Elle était exactement à sa place, sentinelle d'un monde prêt à renaître. Le lendemain matin, baignée par la lumière naissante qui traversait la verrière fraîchement restaurée, Cléo disposa les 43 fioles de verre sur la lourde table de rempotage. Elle les aligna avec une infinie précaution, une par une, comme on allumerait de petites lanternes sacrées sur un autel. À travers le verre épais scellé de cire rouge, ces minuscules points noirs semblaient retenir l'âme des étés bretons disparus, la lumière d'un monde qui n'existait plus. À côté de ce trésor inestimable, elle posa le vieux greffoir de Marguerite et ouvrit délicatement le journal de bord du docteur Laurent. L'encre sépia dévoilait des pages entières d'une écriture méticuleuse, des diagrammes de floraison, des recettes de substrat, des courbes de température et les secrets oubliés de la stratification froide. Cléo savait cependant qu'il manquait une chose à cette théorie parfaite, l'instinct de la chair, l'intelligence de la main. C'est alors que la voix grave de Marguerite résonna dans sa mémoire, lui rappelant les leçons d'autrefois. Avec une ferveur presque religieuse, la jeune femme décida de marier la science rigoureuse du vieux botaniste parisien à la sagesse charnelle, paysanne et silencieuse de sa grand-mère. Elle commença par les graines de chardon bleu de la presqu'île de Crozon, celles-là même qui patientaient dans les ténèbres depuis 55 longues années. Suivant scrupuleusement le rituel, elle les enfouit dans un bocal de verre rempli d'un sable duquel avait délicatement humidifié à l'eau de pluie. Elle plaça ensuite le tout dans un petit réfrigérateur d'appoint blanc, cabossé, qu'elle avait racheté à la fille d'un pêcheur. Le léger ronronnement du moteur devint instantanément le nouveau battement de cœur de la serre. Commença alors l'épreuve la plus solitaire et la plus vertigineuse pour tout semeur, l'attente. Les semaines s'écoulèrent lentement, rythmées par le chant monotone des marées d'hiver. Cléo veillait, maintenait la douce tiédeur de la bâtisse grâce au poêle en fonte, tout en laissant le froid artificiel de la machine tromper les graines, imitant parfaitement l'étreinte glaciale des mois de janvier sur la pointe du Finistère. Et puis, par un matin d'une clarté absolue, alors que le givre recouvrait les falaises d'un manteau de diamants éphémères, le miracle opéra. Lorsqu'elle sortit le bocal du froid et en dispersa délicatement le sable sombre sur la table de pierre, le souffle de Cléo se coupa net dans sa gorge. Là, perçant la carapace noire, dure et têtue du tégument protecteur, de minuscules pointes blanches avaient émergé. De fragiles, d'incroyables petites racines d'une pureté éclatante. Elles s'étiraient timidement dans l'air frais, cherchant avidement la terre, cherchant désespérément le monde. Elles avaient dormi pendant plus d'un demi-siècle dans l'oubli total et glacial d'un caveau scellé, et soudain, elles répondaient à l'appel irrépressible de la vie. Les mains tremblantes d'une joie muette,
Cléo les saisit une à une. Elle les déposa avec une tendresse infinie dans des godets de terre cuite, remplis d'un humus qu'elle était allée elle-même récolter sur les promontoires sauvages, là où les ancêtres de ces plantes avaient jadis fleuri. En recouvrant ces infimes lueurs d'espoir de cette terre sombre et granitique, en tassant légèrement la surface du bout de ses doigts sales, une émotion d'une puissance insondable la submergea. À cet instant précis, le gouffre du temps venait de s'effondrer sur lui-même. Il n'y avait plus de passé, plus de présent. Les décennies d'absence et de deuil venaient d'être balayées par la force obstinée de la sève. Le docteur Laurent, Marguerite et Cléo ne faisaient plus qu'un, liés pour l'éternité par ce minuscule fil blanc qui, contre toute attente, contre toute logique, venait de triompher de la mort. La vie, invincible, venait de reprendre ses droits. Le murmure de ce prodige ne tarda pas à franchir les falaises pour se répandre le long de la côte atlantique, porté par les vents marins et la stupéfaction silencieuse des passionnés. La rumeur parvint jusqu'au bureau du Conservatoire du littoral et aux oreilles de biologistes renommés. Lorsqu'une éminente chercheuse de Brest franchit le seuil de la vieille serre, elle resta figée, incapable de prononcer le moindre mot. Devant elle, baignée par la lumière douce de la verrière, s'alignaient de jeunes plants vigoureux de chardon bleu, mesurant déjà de fiers centimètres. Des spécimens issus d'une souche sauvage de la presqu'île de Crozon que l'on croyait effacée de la surface de la Terre depuis près de 40 ans. En quelques mois à peine, cette ruine achetée pour une pièce d'1 € par une jeune femme mise à la porte de chez elle était devenue, de manière indiscutable, la banque de semences la plus précieuse et la plus vitale de toute la façade atlantique. Par un soir clair de la fin du mois de septembre, alors que Cléo célébrait son 24e automne, elle s'assit sur le muret de pierre moussu bordant le promontoire. Le soleil déclinait lentement sur la mer d'Iroise, parant les crêtes des vagues de reflets de cuivre et de feu. Derrière elle, la serre resterait irradiée d'une chaleur dorée. Les anciens carreaux de verre imparfait et les nouveaux vitrages captaient le crépuscule en de subtiles nuances d'ambre, comme un phare apaisant veillant sur les flots. À l'intérieur, sur la solide table d'ardoise, les 43 fioles patientaient toujours, mais elles n'étaient plus de simples reliques. Dès le printemps prochain, les jeunes pousses qu'elles avaient enfantées quitteraient ce sanctuaire de verre. Elles retourneraient à la terre libre, sur les promontoires balayés par les vents, et ces colonies oubliées fleuriraient à nouveau pour la première fois depuis un demi-siècle. C'est là tout le secret des graines que nos grands-mères nous apprennent à tenir au creux de nos mains d'enfants. Lorsque nous enfonçons maladroitement une première bouture dans la terre humide, à l'âge de 7 ans, nous ignorons que ce simple geste est déjà un pacte éternel. Nous l'apprenons lentement, été après été, silence après silence. Et puis un jour, la vieille femme s'en va, nous laissant seuls face à la rudesse du monde. Nous ouvrons alors un caveau oublié, nous y trouvons des fioles scellées par le temps, et nous comprenons enfin la leçon. Une graine n'est pas un objet inerte. C'est un serment fait à la vie. Et la cultiver, la protéger, c'est tenir ce serment coûte que coûte. Cléo avait 21 ans lorsqu'elle fut chassée de sa maison. Elle n'avait qu'un seul euro en poche, et elle l'a dépensé pour s'offrir une ruine éventrée face à l'océan. Ce fut, sans l'ombre d'un doute, le plus bel euro jamais dépensé. Si ce voyage au cœur des racines, de la mémoire et des falaises bretonnes a touché quelque chose au fond de vous, s'il vous a rappelé le parfum de la terre ou les mains de ceux qui vous ont appris à grandir, prenez une seconde pour partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres. Et si vous avez aimé cette atmosphère, nous avons créé quelque chose de très spécial pour vous. 12 histoires inédites, d'une douceur et d'une profondeur absolue, jamais diffusées publiquement. Elles sont toutes rassemblées dans un livre audio exclusif, conçu spécialement pour ceux qui savent véritablement écouter. Vous trouverez le lien pour le découvrir juste en dessous, dans la description. Nous y avons mis toute notre âme. Merci de faire partie de ceux qui préservent la beauté du monde. À très bientôt sur nos chemins de traverse.